Bonjour. Alors, je vais vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup, qui me tient particulièrement à cœur, c'est la typographie. Alors moi, je suis Cécile Fred-Foucault, je suis UX/UI designeuse à Paris au sein de Talent Lab. Je suis passionnée de design, j'ai un chat qui s'appelle Pixel. Là, pour les présentations. Spoiler alerte. Aujourd'hui, on ne parlera pas que d'interface numérique, parce que pour moi, le design, c'est beaucoup plus vaste que ça. Pour revenir un peu sur mon parcours, moi j'ai fait mes études, donc il y a 10 ans, j'ai commencé mes études à Quimper, donc à côté de Brest. Donc j'ai fait un BTS avant une MANA, j'ai fait beaucoup de typographie. J'ai des cours de typo, donc j'ai étudié, il y avait quasiment de l'exclusivité sur le travail à la main, donc dessiner beaucoup de typographie. Après, j'ai été à partir de 2013 DA dans différentes structures, de l'agence de pub au service communication. Encore beaucoup de typographie. Je travaille avec des maquettistes. Et depuis 2017, je suis arrivée sur Paris dans des startups et ESN en tant que du coup UX designer. Et là, finalement, je fais beaucoup moins de typo, malheureusement. Mais voilà. Donc aujourd'hui, ce soir, j'aimerais bien un peu vous présenter ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors d'abord, petit jeu. Alors, est-ce que vous arrivez à reconnaître cette typographie? C'est pas à mettre dans le chat. Alors, voilà. Alors, c'est Bodoni. Alors, Bodoni, 1788, bien plus vieux que nous tous. C'est également la fonte, du coup, beaucoup retrouvent dans le luxe, notamment de Elle, Vogue et le premier également logo de CBS, dans les années 60. Maintenant, plus facile. Helvetica en 57. Et là, on l'a partout. Dans toutes les catégories, elle fait partie de toutes les identités des plus grandes marques, dans vraiment tous les secteurs d'activité, depuis on a Jeep, par exemple, pour la voiture, Lufthansa pour les avions, compagnie aérienne, WhatsApp, Cat, Nestlé, Scotch, Post-it. Et c'est pas du tout exhaustif. Et maintenant, alors, depuis sa création, dans les années 90, Comics sans MS, on l'a beaucoup vu. Alors, je vais vous montrer tout un panel de choses que j'ai trouvées à la fois sur Internet, mais également des photos que j'ai prises au fur et à mesure, comme la pharmacie. Alors là, on l'a sur une présentation d'un sujet qui a l'air très sérieux pour de la prévention sur l'hépatite C, a priori. Des CV. À droite, là, c'est une photo que j'ai prise dans une pharmacie la semaine dernière. Pareil, merci de ne pas franchir la barrière. Merci de votre pareil. C'est la semaine dernière dans un supermarché. Vous avez des ambulances, même une magnifique pierre tombale. Et sur le site de Judo France Paris. Et comme vous pouvez le voir, c'est tout récent. Donc, pour le Covid, en plus des magnifiques contrastes, Comics sans MS. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, Comics sans MS, je suis totalement détestée. Donc, pareil, on fait un petit tour sur Internet, on a des dizaines et des centaines de mèmes sur le sujet, avec plein de détournements, des choses qu'on a l'habitude de voir. J'aime bien celui-là avec les chiens. Vous pouvez revoir, du coup, il y a Helvetica et Bodoni également, qui sont beaucoup plus sympas. Le fameux mème avec
la demoiselle un peu jalouse, a priori. Et même un bouquin. Après, ça, c'est un bouquin que je vous conseille qui est très très bien. Et c'est le bouquin qui m'a permis d'aimer Comics sans MS. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour parler de Comics sans MS, je vais retourner un peu au départ, aux sources de cette typo. Alors, avant l'interface de Microsoft. Petit retour en arrière. Dans les années en 85, Windows 1.0. On est très, 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 très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. En 90, on va avoir l'apparence du coup de certain nombre de modales, un peu de couleurs. En 92, en 93, en 94. Par curiosité, est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de ces interfaces-là? Ouais. Et en 94, en fait, il y a une équipe de Microsoft. Alors à l'époque, c'était qui a été montée par la femme de Bill Gates, Melinda, qui a décidé de travailler sur un assistant personnel. Parce qu'on est d'accord, les interfaces que je vous ai montrées, par exemple, enfin, toutes celles-ci, bah, c'est pas très intuitif, c'est pas très facile à utiliser. On est dans les années 90, l'ordinateur personnel, c'est pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Donc, ils veulent vraiment faire un assistant personnel, un peu l'ancêtre de Clippy d'une certaine manière. Ils voulaient du coup faire une interface ludique et non technique qui devait faciliter l'utilisation d'un ordinateur. Donc, Microsoft Bob a raison fait cette super interface. Bon, après, on n'aime pas, mais ça changeait totalement de ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Voilà, le petit chien, quelque chose d'assez didactique, avec des messages un peu partout. On peut aider. Voilà. Ça aide également pour le traitement de texte. Voilà. Sauf qu'en 94, en fait, il n'y a que 3 polices qui existent sur Microsoft. On a Courrier, New, Times New Roman et le fameux Arial, qu'on connaît tous. Et du coup, par défaut, c'est Times New Roman qui est utilisé sur Microsoft Bob. Donc, ça sort comme ça. Sauf que, travaillez passant par là, on a monsieur Vincent Connard de son vrai nom, qui est un designer typographe chez Microsoft et aussi le créateur de Trébuchet, qui a dit, en fait, Times New Roman, c'est ennuyant et on la voit partout. C'est pas possible, vous n'allez pas pouvoir sortir Microsoft Bob comme ça. Du coup, il décide de créer une nouvelle typographie. Il s'inspire des comics, notamment de Frank Miller, donc le Dark Knight Returns, mais également, j'ai oublié le nom, d'un autre. Et il crée du coup comme ça, en s'inspirant vraiment de ça, Comic Sans. Donc là, vous avez un certain nombre de caractères en bas de case, en capital, les chiffres numériques et la ponctuation. Sauf qu'en fait, Microsoft, Comic Sans ne sera jamais utilisé pour Bob. Alors pareil, est-ce que ça dit, est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi? Alors, ça, la distance, c'est pas simple. Alors, en fait, à l'époque, ils avaient calibré. Ressorti trop tard. Non. Non, beaucoup plus simple que ça, beaucoup plus bête finalement. C'est qu'à l'époque, c'était en effet, c'était la typographie, la largeur des caractères était trop large par rapport à Times New Roman, était plus large. Et du coup, comme toutes les bulles, tous les endroits de texte étaient vraiment calibrés à l'époque, on s'adaptait pas aussi facilement à la taille des textes, Comic Sans MS ne passait pas. Donc, c'est vraiment tel le chat dans le saladier. Comic Sans, rentrait pas dans les bulles. Ce qui fait que Microsoft Bob sera quand même distribué sans. Donc là, vous avez le packaging d'origine avec le CD, ROM et les boîtes. Et ce fut un échec commercial. Donc, on peut voir la première version 10 mars 95, la dernière version 30 août 95.
qu'on imagine le budget, l'argent, l'investissement qui a été mis dans Microsoft Bob, ça fait un peu mal. Aujourd'hui, Microsoft Bob, ça a été classé parmi les 50 pires inventions par le Times, avec Clippy, si je ne dis pas de bêtises. Sauf que l'histoire de Comic Sans ne s'arrête pas à Microsoft Bob. Donc, il contre-attaque et Comic Sans devient Comic Sans MS. Alors, Comic, si on reprend pour expliquer, c'est vraiment la référence à l'inspiration du typographe. Donc, j'ai retrouvé, c'est Watchmen, votre référence. Le 100, c'est pour dire que c'est une typographie, c'est une police sans empattement. Donc, l'empattement, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les petites pattes qu'on a, par exemple, sur Times New Roman. Et le MS, le MS comme Microsoft. Donc, Microsoft. Alors, elle est installée, elle est rajoutée aux bases du système d'exploitation. Et également chez Apple. Et maintenant, ce que je voulais faire, c'est un peu, alors je vous ai un peu parlé de l'introduction de Comic Sans MS et je voulais du coup maintenant parler un peu de typographie. Déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, quand on parle de typographie, on pense en fait, il faut toujours penser à l'imprimerie. C'est vraiment, la typographie vient vraiment de là. Alors d'abord, la typographie, c'est vraiment le terme générique qui présente, quand on parle de typographie, toute l'art de la typographie, dans l'édition, dans l'imprimerie. C'est vraiment le terme générique. Comme on pourrait parler, je ne sais pas, de développement pour parler de quelque chose d'assez générique. Alors à gauche, vous avez les différentes, les lettres, chaque clé sur des petits caractères en fonte. Et à droite, ce qu'on appelle des presses typographiques. C'était là-dessus qu'avant, on imprimait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces machines sont toujours utilisées plus pour faire du façonnage, pour faire tout ce qui est le découpage, par exemple, sur des livres, etc., ou pour faire toutes les découpes un peu particulières, notamment. Et c'est des machines qu'on retrouve encore beaucoup dans les imprimeries aujourd'hui. Ce sont des très, très belles machines. Et du coup, on va parler d'une fonte. Alors, une fonte, ça va vraiment être un caractère d'une typographie bien particulière avec dans une taille et une épaisseur, une graisse. Donc, une fonte, ça va être Arial, par exemple, sans série 24 points réguliers. Une autre fonte pourrait être Helvetica, 12 points en light, ou Times New Roman, 64 en bold. Alors que la police, c'est vraiment la famille de tous les caractères, quelle que soit leur taille et leur graisse. Donc vraiment, Arial, c'est la police d'écriture de la fonte Arial sans série 24 points en régulier. Quand on parle également de typographie, de caractères, etc., on va parler en fait d'ergonomie. Ils ont vraiment, et c'est un physique propre et un vocabulaire. Et c'est vraiment ce physique qui est vraiment pour chaque fonte qui va lui donner son identité. Alors, il y a des choses comme certains peuvent, alors je ne sais pas si des personnes connaissent bien ça. Vous allez retrouver, on va parler d'auteur X, on va parler de barre, de jambage, de queue, d'empattement. Donc, empattement, je disais, c'est vraiment souvent ce qu'on utilise, l'empattement, pour reconnaître telle ou telle typographie. Et ça, suivant la fonte de la police, elle sera un peu différente. Et également, ce qui va du coup différencier toutes nos polices, c'est leur classification. Donc ça, c'est quelque chose d'historique. Avant même l'utilisation aujourd'hui, elles ont été classifiées et notamment par leur type d'empattement. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on parle toujours aujourd'hui de sérif et de sans sérif, mais ça va beaucoup plus loin que ça. On a bien sûr les sans sérif, donc les antiques ou typographie bâton, qu'on appelle également, mais également dans les sérifs, donc les typographies à empattement, suivant le style d'empattement. Par exemple, un empattement plat, ça sera une égyptienne, alors que quelque chose un peu plus triangulaire, on va parler d'une Helvétie. Vous avez également des gothiques, des fantaisies d'écriture. Et tout ça, ça va donner le sens à votre message, le sens à la typographie, donner vraiment l'impact et vraiment sa classification dans ce qu'elle veut dire. Et du coup, je vous parlais
de typographie, donc quelques règles d'utilisation de la typographie. Première chose, l'accentuation des capitales. Quand j'étais en primaire, moi j'avais ma maîtresse qui m'avait dit qu'on ne mettait jamais de capitale, jamais d'accent sur une capitale. Il faut savoir que ça, c'est faux. Parce que ne pas mettre un accent sur une capitale, c'est faire une faute d'orthographe. Grosso modo, ça peut vraiment changer le sens de la phrase. Là, on utilise notamment mon exemple qui est assez lié à l'actualité. Le policier tue et le policier tué. Simple petit accent va totalement changer le sens de la phrase. C'est vraiment très important de toujours l'avoir. Autre chose, tout en capitale, on dit quel enfer. Là, si je vous dis le lion, ne s'associe pas avec le cafard. Déjà, vous pouvez voir que quand on le met en capitale, on a l'impression déjà qu'on crie. C'est beaucoup plus fort. Autre chose, l'utilisation des capitales prend beaucoup plus de place. Et un autre chose pour moi qui est presque plus important que la place ou l'impression de crier, c'est le fait que mettre des capitales tout un capital enlève des repères visuels pour la personne qui lit. Donc, je parlais tout à l'heure de jambage. Le jambage, c'est un repère pour reconnaître vraiment les lettres. Donc, sur des phrases un peu longues, on peut créer facilement de la frustration pour la personne pour l'utilisateur notamment. Alors, bien sûr, il y a des endroits où utiliser des capitales, c'est obligatoire, comme des acronymes. Et moi, du coup, je vais privilégier vraiment écrire en capitale sur des messages vraiment à fort impact, ou s'il y a vraiment un besoin, une envie, quelque chose qui justifie de le faire, chose d'esthétique, pour, par exemple, une composition bien particulière. Mais il faut vraiment réfléchir. Ouais, pardon. Et autre chose, on parle toujours de capitales et majuscules en mélangeant un peu les deux termes, mais ce sont vraiment deux termes bien différents. Donc là, je vous ai mis, je suis heureuse de vous parler de typographie et du X au travers de l'exemple de Comics sans MS. Ce qu'on va parler de majuscules, la majuscule, c'est la première lettre d'un mot qui est de manière invariante, toujours en majuscule. C'est vraiment intrinsèque à la composition du mot. Alors qu'une capitale, c'est vraiment un choix de composition typographique qu'on va faire. Un nom propre aura toujours, par exemple, la première lettre en capitale, ou comme un acronyme, alors que certaines choses vont mettre. Ce que je vous recommande de faire, si vous voulez mettre du texte en capitale, c'est de jamais l'écrire directement en capitale. Vous devez toujours le formater à la main en utilisant les différents outils, et que ça soit, si vous faites des outils de traitement de texte, des outils de PAO, etc., mais également en développant. Toujours que ça soit quelque chose qui soit formaté après pour gagner en flexibilité, parce qu'on peut facilement changer, d'essayer de tout mettre en bas de case. Et quand on parle également, du coup, ce qu'on va éviter de faire, c'est utiliser le formatage forcé, moi c'est comme ça que j'appelle, des caractères. On va éviter du coup de bolder comme si on peut le faire là sur Word, mais utiliser vraiment la typographie, la police d'écriture, la fonte, vraiment qui a été dessinée pour ça. Pareil en italique. Autre chose, l'italique, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser que dans certains cas. Notamment, par exemple, un nom scientifique s'écrit toujours en italique, comme un proverbe, des types d'œuvres et les phénomènes météorologiques, auxquels on ne pense pas toujours. Sinon, autre règle auquel il faut faire très attention, c'est les espaces. Alors ça, c'est un peu le casse-tête des espaces. Je ne sais pas, j'ai pas trouvé comment, par exemple, on peut l'automatiser en développement. Pour avoir posé la question. Sur le logiciel de PAO, ça, je sais qu'on peut le faire, on peut l'automatiser assez facilement, en mitouillant un peu. Et en gros, dans les espaces, on différencie globalement deux types d'espaces. On appelle les espaces sécables. Donc, c'est-à-dire que le prochain mot
suivant peut faire un saut. Donc, un saut de colonne, un saut à la ligne, un saut de bloc. Donc, dans une phrase normale. Par exemple, après une virgule, on va mettre un espace séquable, c'est-à-dire que le mot après la virgule va pouvoir aller à la ligne. Contrairement à un espace insécable, où le mot suivant, eh ben, il va rester vraiment à la ligne. Et ça, notamment, après un point d'interrogation. Juste avant un point d'interrogation, pardon, le point d'interrogation ne va pas être séparé du dernier mot de la phrase. Donc ça participe vraiment en fait à la lisibilité, pareil, de votre utilisateur, du lecteur, etc. Et ça, en fait, ce sont des règles qui sont, pour moi, quel que soit le support, ça participe vraiment à la compréhension du message. C'est vraiment par d'accessibilité, d'ergonomie et plus globalement d'expérience utilisateur. Vraiment, ce sont plein de petites choses qui paraissent rien comme ça, mais qui vraiment participent à l'expérience de l'utilisateur, à diminuer sa frustration, à plus facilement passer également votre message. Et choisir une typographie, même quand on utilise, même si quand on se sert de typographie, même si on utilise tout un tas de règles, qu'on fait très attention, c'est toujours compliqué à sélectionner. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait un certain nombre de règles. J'ai un peu référencé que moi, du coup, dans mon quotidien, j'utilise pour sélectionner, pour choisir une typographie. La première chose, et je vous ai mise dans l'ordre chronologique dans lequel je regarde, ce sont les droits d'utilisation. Alors là, je vous ai mis vraiment 4 grands exemples. Donc, le premier, c'est Dafont. Alors, Dafont, c'est une bibliothèque, c'est un catalogue de typographie, de fonds, de police, qui fonctionne sur un mode communautaire où n'importe qui peut venir en diffuser une, en publier une. L'avantage, c'est il y a une grande quantité, il y en a vraiment de tous les styles, très exotiques, certaines, vous pouvez vraiment trouver tout votre bonheur. Le problème qu'il y a, c'est la qualité. Comme n'importe qui peut diffuser, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Les différents paramètres ne sont pas du tout tous qui font la qualité d'une typographie pris en compte. D'un point de vue licence, c'est variable. Vous allez avoir autant du libre, vous allez avoir du libre de droit à but non libre de droit sans restriction, comme des choses où on demande un don, quand c'est pour que de l'usage personnel, etc. La seconde option, celle qu'on utilise tous au quotidien, c'est Google Font. Alors, le grand avantage, c'est que ce sont des licences gratuites à usage commercial. Le souci, c'est qu'elles sont de qualité, mais elles sont à un nombre limité. On n'a pas non plus des millions, des milliers. Donc, pour trouver son bonheur, des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Et on a vite fait de tous tourner autour des fameuses Roboto, Lato, OpenSense, Source Pro. Un peu le démon Serra parfois, si on fait preuve si on est un petit peu plus fou. Alors, cet avantage là, c'est qu'elles sont vraiment gratuites. Après, on va tomber sur Adobe Font, MyFont ou Linotype, où on va vraiment être sur du payant. Et c'est là que ces choses un peu deviennent compliquées. Parce qu'avant, on ne se posait pas trop de questions. Alors, il y a 2 types. C'est soit l'abonnement, si vous avez notamment la licence, un abonnement à la Creative Cloud d'Adobe, vous allez avoir un nombre de typographies de police assez limité, des plus grandes fonderies et de qualité plutôt élevée. Alors, pour l'utilisation, et alors de l'autre, pour MyFont Linotype, ça va être de l'achat. C'est vraiment ce qui diffère les deux. Un, c'est un abonnement, l'autre, un achat. Donc, de la location versus achat. Où ça devient compliqué vraiment, c'est que vous allez avoir du coup une licence pour l'utilisation d'une typographie sur votre ordinateur. Donc, si vous créez par exemple, on va dire des cartes de visite, grosso modo, et que vous envoyez le fichier au client, vous ne pouvez pas lui envoyer le fichier qui puisse modifier avec la typographie. Il va devoir acheter la typographie. Le client va devoir acheter la typographie, la police. Autre chose, alors ça c'est pour du print. Si c'est pour du web, vous allez avoir une licence qui va être au nombre de pages vues où il y a la typographie. Alors souvent c'est en lot de 25 000. Voilà. Et c'est là que le bas blesse.
Parce que dans un usage, pour on va dire, un site où il n'y a pas grand monde qui passe dessus, ça va. Quand on est un grand site, c'est un peu plus compliqué. Alors, est-ce que quelqu'un connaît le rapport entre GQ, Barack Obama, Arte et Netflix? Non? Bon. Bah, c'est que toutes ces choses utilisent la même typo, la même police, donc dans différentes variantes. Alors, c'est Gotham. Alors, Gotham a été créée dans le début des années 2000 pour le magazine GQ. Et elle a été vraiment popularisée par la fameuse campagne de 2008 d'Obama. Et en bas, je vous ai fait une capture d'écran du prix qu'elle peut coûter pour 20 millions de vues par mois. Donc, on est à 3 588 $. Alors, c'est la typographie qu'utilisait la police qu'utilisait Netflix il y a encore peu. Alors, pour Netflix, il faut imaginer le nombre de visiteurs que vous avez quotidiennement, multiplié par le nombre de pages, sachant qu'on est sur Netflix, on a vite fait de beaucoup se promener avant de faire un choix, ou pas de choix d'ailleurs, sur toutes les campagnes de publicité, sur l'application, les différentes applications, sur grosso modo tout leur support. Donc, on arrive facilement, alors je n'ai pas trouvé le chiffre exact, mais à plusieurs millions. Et ce qu'ils ont décidé de faire, eux, c'est de créer, justement, pour pallier à ça, pour pallier à ce surcoût que vous allez avoir sur les licences d'utilisation, Netflixland en 2018. Alors, donc, il faut vraiment être expert pour vraiment voir la grosse différence qu'on peut avoir avec toutes les autres typographies qu'on a sans serif. Et en plus d'avoir un intérêt économique, ce choix leur a permis aussi de se différencier et de vraiment créer toute une identité très propre. Donc, ils vont avec une même typographie l'utiliser pour toute leur série, toute leur création originale. Deuxième chose que je regarde, c'est la lisibilité. À gauche, vous avez Monoton, à droite, Verdana sur le même texte. C'est l'introduction de Star Wars. À gauche, Monoton, pour du texte long comme ça ne fonctionne pas. C'est compliqué à lire. Alors qu'à droite, Verdana va être plus simple à lire. Donc, c'est vraiment la lisibilité. Et je fais un petit focus, moi, c'est sur la lisibilité pour les applications métiers. C'est quelque chose sur lequel je travaille énormément dans mon quotidien, les applications métiers. Où on a des utilisateurs qui prennent souvent des décisions assez rapidement, qui voient des tableaux à longueur de journée avec plein de chiffres, plein de nombres et tout. Et il faut que le choix de police qu'on a fait soit le plus lisible et qu'on ne puisse pas confondre deux caractères. Il faut que ça soit vraiment facilement identifiable. Donc, par exemple, si vous avez là en bas, vous avez DM Mono, par exemple, en bas à droite, entre le 1 et le L, si je ne dis pas de bêtises, les deux peuvent être confondus assez facilement. Donc, il faut vraiment faire attention à choisir ça. La seconde chose, c'est la chasse. Donc, la chasse, c'est la largeur du caractère et les approches. Donc, les espaces que vous avez avant et après doivent être appropriés à l'espace. Vous allez éviter d'utiliser une police qui prend trop de place. Parce que dans un tableau, par exemple, sur une application métier, on sait très bien qu'on passe notre temps à courir après l'espace. Et je trouve dommage d'être obligé par exemple, sur un tableau, de devoir scroller horizontalement parce qu'on a pris une police qui a une chasse et des approches trop grandes. Chose qui peut être réglée assez facilement. Autre chose, c'est vérifier aussi l'exhaustivité des caractères spéciaux, des chiffres, des capitales, mais également de tout ce qui est, si vous avez un site ou une application qui est vouée à devenir international, d'avoir par exemple le cyrillique prévu. Ensuite, je vérifie les fameuses variantes, donc les Grèce et italique. Alors, vous avez Neue Helvetica, qui est ma typographie, ma police préférée, qui en a 59. Pardon. Après, vous avez, ça c'est vraiment l'extrême, ça coûte une fortune en plus.
Vous avez après, par exemple, chez Google Fonts, vous avez des robotos, etc. Mais en fait, l'objectif, c'est pas d'en avoir 59 ou 18 et tout, c'est d'en avoir suffisamment pour vos besoins. Ce que je privilégierais, moi, c'est toujours avoir à minima une light, une regular, une semi-bold et une bold, et les variantes en italique, pour suivant les besoins. C'est vraiment le minimum. Mais on peut très bien répondre à tous nos besoins avec ce minimum. Et enfin, choisir, quand on a plusieurs fontes différentes, ce qui arrive très souvent, de choisir des fontes qui sont différentes, qui se complètent. Est-ce que vous pouvez me dire les deux combinaisons qui pourraient être correctes? Alors, j'ai fait la 3 et la 4. Parce que quand plusieurs fontes différentes, quand je vous dis, alors déjà la 3, parce que vous allez avoir deux fontes différentes dans des styles totalement différents. Donc alors je ne sais plus ce que j'ai utilisé d'ailleurs. Vous avez du coup une police bâton, une sans sérif et une sérif, suffisamment différentes pour avoir un intérêt d'avoir différentes. Contrairement au dessus, l'exemple du dessus, vous avez deux sans sérif, on ne voit pas la différence, il n'y a vraiment pas d'intérêt à faire ça. La seconde bonne combinaison, c'est la numéro 4. Parce que même si les deux sont de la même police, ce sont deux fontes différentes. Donc, vous allez avoir une régular, si je ne dis pas de bêtises, et une semi-bold. Mais elles sont suffisamment de contraste pour être utilisées et pour avoir une utilité différente. L'objectif, c'est vraiment, quand vous en décidez d'en choisir plusieurs, qu'elles soient complémentaires. Qu'elles aient un apport l'une avec l'autre. Suffisant pour être utile, pour que ce soit utile. Toujours, faut être frugal quand on fait un choix typographique. Alors que vous avez la 2, vous avez, je crois, ça doit être une régulière et une médium. La différence, il faut vraiment avoir des yeux laser, on va dire. Vraiment regarder à la loupe pour vraiment, du premier coup d'œil, voir une différence. Donc, sur de la hiérarchie d'informations, ça n'a pas d'intérêt. Donc, ça n'a pas d'intérêt d'utiliser. Voilà. Et enfin, surtout, ce qui est le plus important, c'est le contexte et le message que vous voulez diffuser et véhiculer. Alors, je vous ai mis plusieurs exemples que j'ai récupérés pour un peu donner. Alors, ce sont des affiches, première chose, par exemple, c'est des affiches de campagne. Alors, ça, c'est la campagne de 2017 présidentielle. Donc, à gauche, vous avez Macron, à droite, Le Pen. Et sur une campagne politique, ce genre d'affiche, la typographie, c'est vraiment, souvent, en fait, l'affiche est composée d'une photo du candidat et d'un texte. Donc, la photo est importante, mais le texte l'est d'autant plus. Et sa manière d'être écrit. À gauche, vous avez Macron qui veut utiliser quelque chose, écrire du bas de casse, il va utiliser de l'italique qui va donner l'impression de parler, de véhiculer, de la discussion, de l'ouverture, alors qu'à droite, vous allez avoir Le Pen qui va tout être en capital, bien droit, dire droit dans ses bottes. Elle est vraiment assise sur ses positions d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment l'impact. Sur le deuxième exemple, pareil, les deux mêmes candidats. Vous avez à gauche, pareil, toujours l'utilisation de l'italique qui est renforcée par des guillemets. Macron dit je suis avec vous, on fait quelque chose, c'est tous, c'est vraiment ensemble, il est vraiment dans le dialogue. Alors qu'à droite, vous allez avoir Le Pen qui va vraiment asseoir son message, vraiment, elle va insister sur en ordre par le côté bold et vraiment sur la droiture, le capital. C'est vraiment, elle donne vraiment un message, elle assoit vraiment un message. Donc ça, c'est un moyen les choix. Un autre exemple, beaucoup plus ancien. Donc ça, c'est pour comprendre aussi l'impact que avoir la typographie sur l'histoire. C'est pendant
pendant la montée du nazisme, donc années 30, et au début de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, l'intégralité des campagnes de propagande d'Hitler utilisait toute la typographie, une police gothique. Toute autre police était de toute façon prohibée, interdite. Parce que l'idée, c'était vraiment de montrer le suprématisme et le traditionnalisme allemand au reste du monde. En fin des années 30, vous avez un typographe allemand, donc c'est Paul Reuner, qui, en s'inspirant du modernisme des travaux de l'école du Bauhaus, la même qui a inspiré le flat design plusieurs dizaines d'années plus tard, qui a créé la typographie Futura. Futura, aujourd'hui, c'est une typographie qu'on retrouve partout, et c'est vraiment l'ancêtre, on va dire, de toutes les typographies, les sans-sérif, les typographies bâton qu'on retrouve aujourd'hui. Il le faisait vraiment, lui, il l'a vraiment fait dans un rejet de l'alphabet calligraphique, vraiment pour entrer dans le modernisme. Et à l'époque, son invention, sa création à monsieur Paul Reuner n'est pas très bien passée auprès d'Hitler notamment. Et il s'en est servi comme un acte de rébellion. Alors, il a été notamment arrêté, on lui a fait tout un tas de misères. Là, on s'est servi de Futura comme une preuve contre lui. Et en fait, l'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf qu'à partir de 1941, notre Hitler décide d'interdire l'utilisation d'une typographie gothique et d'utiliser Futura. Est-ce que, pareil, est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi ce revirement de situation? Non? Bon. Merci. Alors, parce que tant que Hitler restait en Allemagne, on va dire, c'était facile de véhiculer ses messages avec une gothique. Sauf que il voulait internationaliser ses idées, faciliter la propagande nazie. Donc, c'est vraiment par pur pragmatisme que Hitler décide d'utiliser totalement une police Futura, une police bâton qui a l'opposé de la gothique. Et vu qu'il voulait pas passer pour un idiot, il a dit pour interdire l'utilisation des gothiques qu'elles auraient des origines juives. Et donc c'est vraiment pour ça qu'il y a eu une passation. C'est vraiment pour une lisibilité du message. Alors, autre exemple de choix typographique pour véhiculer un message. Donc, dans les années 77 marqué. Donc, il y a les Sex Pistols qui ont sorti leur album qui a légèrement, à l'époque, fait scandale auprès de la monarchie anglaise. Et en plus d'utiliser la figure de la reine Elisabeth II, ils ont vraiment utilisé des codes typographiques des journaux. Ils ont fait du découpage, ils ont utilisé à la main. En fait, ils ont illustré leurs propos à travers les choix typographiques qu'ils ont faits. Donc, c'est vraiment un exemple pour... la typographie là, est vraiment utilisée pour accentuer encore plus le message dans quelque chose de créatif et de revendicatif. Donc, c'est vraiment de la composition et c'est pas fait au hasard. Chose un peu plus léger. Donc, en 2015, on faisait la série sur Netflix qui est sortie, Stranger Things. Et cette série, elle s'appuie vraiment sur les années 80. C'est un peu la Madeleine de Proust, le doudou. Ça appuie vraiment sur toute la pop culture. Et toute la référence à la pop culture, on le retrouve au sein de la série, mais également de toute leur campagne d'affichage. Et de leur choix de composition typographique pour le titre. Ils se sont notamment inspirés d'un ouvrage de Stephen King, donc Needful Things, sur la manière dont le lettrage a été inscrit, mais également d'autres choses comme les affiches de Retour vers le futur. Donc déjà, à travers la typographie, on a déjà
première référence. En 2017, ils ont également fait une campagne où ils ont détourné des grandes affiches de films cultes, pareil, des années 70-80. Et en dehors de l'image, si on enlève l'image et qu'on ne garde que le texte, on est capable de reconnaître le film auquel il fait référence. Est-ce que là, rapidement, vous pouvez me dire à quel film on fait référence, juste avec la typographie? Oui. Les deux font peur, hein. Oui, c'est ça. Non, c'est bien Les Dents de la Mer. Mon cauchemar. Voilà. Et je vais faire du coup, je vous ai refait une petite liste du coup de mes différents critères pour choisir une typographie. Donc, on revient sur la licence des droits d'utilisation. J'ai pu vous montrer, c'est pas un choix qu'on fait comme ça, au hasard. Ça peut avoir un fort impact économique, notamment si vous faites pour un client. D'autant plus si le client a une forte notoriété, beaucoup d'utilisateurs. Après, c'est un choix économique, mais qui peut également être avec de la qualité. Parce que si une typographie peut coûter si cher, c'est également avec la qualité qu'elle engendre. Il faut bien faire attention à la lisibilité dans votre contexte. Parce qu'une typographie qui n'est pas lisible dans un contexte précis peut l'être dans un autre contexte. L'exhaustivité des caractères dont vous allez en avoir besoin aujourd'hui, mais également, il faut penser au futur, parce que changer une typographie, ce n'est pas quelque chose qui est simple à faire. Quand notamment vous avez un outil en prod, les différentes variantes, Y, italique, la complémentarité avec d'autres fontes et surtout le contexte et le message que vous souhaitez diffuser. Et ça, si ça vous intéresse, moi, tout ce qui est lié au contexte, au message, je vous recommande de vous plonger un peu dans l'histoire des typographies. C'est très bien documenté pour comprendre un peu d'où vient l'histoire et vous allez voir un peu la typographie sous un autre angle. Et pour revenir à mon petit comics en MS du début, quand je vous parlais de contextualiser comics en MS, on a vu, je vous ai montré en fait au début, ça a été créé dans un optique didactique, quelque chose de familial, quelque chose vraiment de convivial. On a tendance à le décrier parce qu'on l'a vu partout, parce que c'est mal utilisé, parce que ça fait bien de dire que comics en MS c'est pourri parce qu'on nous l'a rabâché. Mais là, comme vous pouvez le voir, sur un livre pour enfants, par exemple Crocolou M Jardinet, l'utilisation de comics en MS est totalement en fait adéquate parce que ça rend quelque chose qui est on utilise là dans la raison pour laquelle la typographie a été créée. Autre chose, il faut savoir qu'en France, on a du coup 6 à 8 des personnes qui sont 10. Donc ça, c'est les chiffres de la Fédération française des 10. Et il y en a dans 4 à 5% qui sont dyslexiques. Alors la dyslexie, ça se reconnaît. En fait, ça se traduit notamment par une difficulté à reconnaître les mots et les lettres. On a tendance facilement à les mélanger. Moi, en tant que dyslexique, j'ai utilisé Comics en MS jusqu'à la terminale. À partir de la terminale, on m'a dit qu'il fallait pas utiliser Comics en MS parce que c'était tout pourri. Donc, j'ai arrêté. Mais c'est quelque chose qui m'aidait à lire, à écrire. Et c'est là qu'est l'intérêt en fait de Comics en MS, c'est que comme elle s'inspire d'un tracé à la main, parce que historiquement les comics étaient vraiment, ils sont dessinés, le lettrage est à la main, aucune lettre n'est vraiment identique. Par exemple, dans une trébuchet, vous allez avoir le B, le Q, le P et le D, vous allez les retourner toutes dans le même sens, dans des sens différents. C'est la même lettre, on va dire, qu'on a retournée. Alors qu'une comics en MS, vous avez pour chaque lettre un tracé vraiment propre, parce que ça s'inspire vraiment du tracé à la main. Donc, dans des cadres, en fait, dans certains cas d'utilisation, elle est vraiment à utiliser. Il faut arrêter de la dénigrer, en fait. Et si je dis pas de bêtises, j'ai lu en préparant cette présentation. Il y a notamment en Suisse, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites. Ils proposent aux
aux écoles justement d'utiliser davantage de communication MS. Après, oui, bien sûr, il y a des typographies qui ont été créées, des polices depuis pour les personnes dyslexiques. Et du coup, je voulais partager également quelques ressources pour terminer. Alors moi, j'utilise il y a un plugin que je pense que certains connaissent, c'est FontFace Ninja. Alors ce plugin est très utile pour connaître les typographies, les polices qui sont utilisées sur un site. Alors, en plus de vous donner sa famille, il va également vous dire sa taille, l'interlignage, la couleur. Donc, c'est plutôt assez pratique que si, comme moi, dès que vous voyez une typo, vous avez envie de savoir son petit nom. Et ça permet également, c'est plutôt intéressant aussi qu'on fait de la conception pour bien se rendre compte des tailles, des font size des sites, en fait. C'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est FontMap. C'est Ideo qui a créé ça. Et vous avez vraiment une carte où vous avez toutes les Google Fonts. Donc, c'est plutôt sympa également pour naviguer dessus, pour découvrir des polices un peu différentes. Vous les voyez, c'est plutôt amusant. C'est très bien fait. Moi, maintenant, quand je cherche une police, je me plonge dedans. 3 autres ressources. Alors, je vous partagerai la presse. J'ai mis les liens sur la presse. Vous avez Graphéine. Donc, Graphéine, c'est une agence. Ils ont un super blog qui retrace toute l'histoire sur l'histoire du graphisme, la typographie, mais ils font également énormément d'études de cas qu'ils ont fait. Donc, c'est très bien fait. Vous avez Sacré Caractère qui sont des vidéos sur la typographie. Et donc des mini podcasts également sur. Alors c'est l'océan des 100 typos, donc ça dure, je crois, si je dis pas de bêtises, moins de 5 minutes sur chaque typographie, un peu rapidement son histoire. Avant de s'endormir, c'est pas agréable. Pareil, des livres. Alors c'est 4 livres que j'ai. Alors comprendre la typographie. Donc c'est une bible sur la typographie. Sale Caractère. Vraiment sur plein de petites histoires comme celle de Comics sans MS ou comme celle de Futura. Donc, c'est plutôt assez agréable à lire. Règles typographiques de l'imprimerie nationale, je recommande à toute personne de l'avoir sur son bureau parce que c'est vraiment une bible. Ça explique vraiment dans tous les cas d'utilisation comment on utilise les caractères, notamment toutes les problématiques qui sont liées au capital et aux majuscules. Et le 4e, qui est plus optionnel, c'est un guide pratique. Vous avez, en fait, c'est un catalogue de polices qui existent. Et enfin, je voulais vous montrer un petit. Alors, je suis désolée pour vos oreilles. Comic Sans is the best one in the world. If you want your designs to look like they're done by little girls, Comic Sans best used in moderation. Come on, join me, the comic. Voilà, je suis désolée pour vos oreilles, mais YouTube, c'est plein de choses. Et j'ai fait découvrir ça il y a quelques années. Du coup, ils ont fait une vidéo justement en l'honneur, une musique en l'honneur de Comics sans MS et de son utilisation. Et vous avez également un petit plugin qui permet de modifier, de changer la typographie, toute la police des sites sur lesquels vous êtes en Comics sans MS et de tout passer en capital. Donc, c'est plutôt pratique aussi de faire des blagues aux clients. Et n'oubliez surtout pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et la typographie, c'est pas un choix qu'on fait par hasard, c'est quelque chose qui est au service de votre produit. Donc, c'est vraiment, faites attention, intéressez-vous un petit peu à ça. C'est très, très passionnant et ne faites jamais des choix par défaut. Même si vous devez choisir entre une Lato et une Source 100 Pro ou une Open 100, faites-le, choisissez vraiment celle qui répond le mieux à vos besoins et aussi également celle que vous avez envie de voir. Merci beaucoup. Et je vous diffuserai du coup, je passerai les slides notamment à Anthony et Flora, puis je les mettrai également sur Twitter. Est-ce que vous avez des petites questions ?